Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes ici dans le parc zoologique et forestier de Hann, un des derniers poumons verts de Dakar. Nous sommes sur le lac alimenté par la nappe de Hann. On retrouve dans cet écosystème des arbres, de l'eau bien sûr, mais également des oiseaux. Ici c'est le nid ou le dortoir de ces oiseaux. Quelquefois nous retrouvons sur ces lieux des oiseaux migrateurs qui viennent d'ailleurs, d'autres continents. Mais là n'est pas notre propos de ce soir. Nous allons vous parler de climat, de négociations climatiques, puisque nous revenons de Durban, où s'est tenue en Afrique du Sud la 10e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. En partant à ces négociations, l'Afrique est partie unie pour sauver le protocole de Kyoto. Mais en fait, quel est le contenu de ce protocole de Kyoto? Nous allons le savoir tout à l'heure. 2 semaines de négociations, temps normal, plus 36 heures additionnelles, il fallait le faire. Les délégués sont repartis chez eux, non contents, pour avoir décroché tout simplement la poursuite du protocole de Kyoto avec un engagement faible des pays développés qui n'ont pas accepté les engagements initiaux prévus par la Convention. Le protocole de Kyoto est le seul cadre juridiquement contraignant qui permet aux pays en développement de demander aux pays développés de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Les Africains ont-ils été contents? Ont-ils été satisfaits? La délégation Sénégal inclus. Nous allons le savoir tout de suite avec cet élément que nous vous proposons, réalisé par notre grand reporter. Face à la dégradation progressive de l'environnement due au réchauffement climatique provoqué par les gaz à effet de serre, la responsabilité collective est engagée. Les 190 pays participant à la conférence des Nations Unies de Durban sont d'accord sur ce diagnostic, mais la volonté politique manque encore. D'où l'appel des hommes d'État en sursaut collectif pour parvenir à un accord. La position exprimée par le Sénégal est portée par le Premier ministre Maître Souleymane Ndéné Ndiaye au nom du président Abdoulaye Wade et, on ne peut plus clair, il n'y a plus d'excuses à l'inaction. Vous conviendrez donc avec moi que le temps ne joue pas en notre faveur, au regard de l'ampleur de plus en plus inquiétante des changements climatiques. Face à cette situation, nous n'avons malheureusement pas beaucoup d'alternatives. Invité par le FEM à faire une conférence au pavillon africain sur justement cette initiative audacieuse du président Abdoulaye Wade, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye a mis en exergue les avancées significatives réalisées par le Sénégal avec une grande implication des populations et de l'État. Conscient des périls qui menacent notre environnement du fait de la désertification galopante et de l'érosion côtière, le président Wade a donc lancé la Grande Muraille Verte, aujourd'hui parrainée par l'Union africaine et coordonnée par le Sénégal. Il s'agit, je le rappelle, à travers cette initiative audacieuse mais réaliste, d'édifier une bande de verdure large de 15 km et longue de 7000 km de Dakar à Djibouti. Premier pays à bénéficier du fonds d'adaptation, le Sénégal souhaite que le fonds vert soit opérationnel dès cette session. Notre pays est concerné au premier chef par le fléau et cela, le Premier ministre a tenu à le rappeler aux 52 experts sénégalais envoyés à Durban qu'il a tenu à rencontrer. Il a salué à cette occasion le travail abattu par ces experts, ce qui dénote de la qualité de notre expertise en la matière. Calendrier particulièrement chargé au 2e jour pour Maître Souleymane Ndéné Ndiaye. Les partenaires et représentants d'institutions internationales sont venus échanger avec lui sur les perspectives de coopération. Nous avons récemment effectué une mission technique au Sénégal pour faire une évaluation des besoins dans le cadre de la mise en place d'énergie renouvelable et dans le cadre du changement du système opérationnel, en tout cas de l'énergie qui est au cours au Sénégal. Et là, nous avons vu qu'il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités et nous sommes certains qu'avec le temps, nous allons trouver en tout cas les ressources qu'il faut en termes d'investissement, en termes de financement et nous avons bon espoir que cela sera concluant. Nous avons parlé de projets qui sont où le Sénégal joue un rôle moteur. Je pense le projet Ebawan de pluie provoquée. Nous avons parlé également du soutien apporté par le gouvernement aux activités météorologiques, des projets d'avenir sur la prévision numérique au Sénégal, sur les activités de prévision marine également.
Nous avons discuté l'économie du Sénégal, spécialement les besoins dans le secteur de l'énergie, la future de la secteur de l'agriculture et agrobusiness, et aussi le rôle du Sénégal dans l'économie régionale. Nous avons discuté très largement de la Grande Muraille Verte. Comme vous le savez, Monsieur le Premier ministre était là cet après-midi à une réunion que nous avons organisée avec le président de la Banque africaine de développement et la Banque mondiale pour présenter les programmes de Grande Muraille Verte du bassin du lac Tchad et du bassin du Congo. Et donc nous avons largement discuté où on en était. Le développement durable est à l'épreuve du changement climatique. 3 programmes soutenus par le FEM traduisent dans les faits l'ambition des dirigeants africains. Il s'agit de la Grande Muraille Verte, du bassin du lac Tchad et du bassin du Congo. Le FEM a déjà mobilisé 2 milliards de dollars pour assurer une gestion intégrée des terres, de l'eau et de sa végétation. Une sommité africaine ait emporté ce noble combat, le Malien Mama Konaté, qui nous a quittés récemment, a eu droit aux hommages de la communauté internationale. Le Premier ministre du Sénégal a tenu lui aussi à signer le registre de condoléances. Bonsoir Tidiane. Bonsoir Fall. Alors, vous revenez de Durban. Avez-vous l'impression que le Sénégal a retenu quelque chose de sa participation? Nous étions conscients du fait que la délégation sénégalaise avait travaillé d'arrache-pied pour faire arracher à la communauté internationale un accord sur la réduction des gaz à effet de serre et la préservation de l'environnement mondial. Et que cette délégation a travaillé dans ce sens. Et le Premier ministre qui représentait le chef de l'État n'a pas manqué au cours de cette conférence de rappeler le devoir de solidarité que le monde des pays riches devrait à l'endroit des pays en voie de développement. Ceux qui polluent, ceux qui sont victimes de la pollution et qui réclament une compensation et qui ont du mal à l'obtenir. Donc l'appel lancé dans ce sens par le Premier ministre, je pense que cet appel n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, puisqu'il y a eu au moins un semblant d'accord, même si ce n'est pas ce que tout le monde attendait à Durban. Avez-vous le sentiment qu'on a réussi quelque chose avec ces négociations sur le climat? Quelque chose a bougé, même s'il n'y a pas eu d'accord formel signé à l'issue de la rencontre. L'essentiel, c'est que vers 2020, que le Fonds vert puisse entrer en action et que des pays comme le Sénégal puissent en bénéficier. C'est ça le souhait, je crois, de la partie sénégalaise. Je vous remercie, Tidiane. Je vous remercie, Ibrahima Fall. Je vais rejoindre les autres délégués. Merci. Bonsoir, messieurs. Nous accueillons sur ce plateau, sur le lac d'Anne, bien entendu, les délégués sénégalais qui étaient partis à cette négociation de Durban. Il s'agit d'un Ndiaye Cheikh Sylla qui, lui, est le chef des négociateurs du Sénégal, mais également directeur de l'environnement et des établissements classés. Nous avons également M. Mbaye Diagne, Elhadj Mbaye Diagne, qui est le président du Comité national changement climatique. Et M. Emmanuel Seck de Enda Tchermon. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons faire un tour à Durban et nous vous proposons de suivre tout simplement ce petit résumé. Kyoto ne mourra pas sur le sol africain. Cette résolution forte du groupe africain a bien marché. La crainte de nos dirigeants et négociateurs était de perdre le seul instrument juridiquement contraignant qui leur permettait de sortir de leur vulnérabilité face au changement climatique. En sauvant le protocole de Kyoto, on sauve ces mécanismes de flexibilité tels que le MDP, le mécanisme de développement propre qui permet le transfert de technologies propres et d'avoir des puits de carbone à travers le reboisement, mais aussi les permis échangeables et les activités conjointes. Sauver le protocole de Kyoto, c'est aussi permettre au fonds d'adaptation, dont le Sénégal est le premier pays au monde à en bénéficier, d'exister. Le protocole de Kyoto, s'il n'y a pas de deuxième période de compromis, ça veut dire que les certificats de réduction d'émissions ne sont plus nécessaires, le marché de carbone disparaîtra et avec
c'est lui la principale source de financement de notre fonds. Si sauver le protocole de Kyoto est important, respecter son contenu l'est davantage. Une deuxième période d'engagement avec une réduction d'au moins 45% d'ici 2020 et 80% d'ici 2050 sont les objectifs initiaux fixés pour maintenir le réchauffement à moins de 2 degrés Celsius. Cela sauverait l'Afrique des effets pervers du climat, mais aurait par ailleurs des conséquences sur les économies des pays développés. L'enjeu était à ce niveau et malgré tout, l'Union européenne avait affiché une bonne volonté et l'espoir était permis. L'un des partenaires les plus crédibles dans cette discussion pour nous a été l'Union européenne par le passé. L'Union européenne dit clairement qu'elle est désireuse d'aller dans une deuxième période d'engagement de Kyoto, dès lors que certaines conditions vont être remplies. Donc nous pensons que cela constitue déjà une base sur laquelle on peut commencer à discuter avec eux pour s'assurer que le protocole de Kyoto survive. L'Afrique n'aura même pas les 40% de réduction voulue dans la période 2013 à 2017 avec une revue des engagements en 2015. C'est trop demandé. Sur les financements, le fonds vert estimé à 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 a préoccupé nombre de pays. Il faudra alors identifier les sources de financement et les mécanismes de gestion. Depuis l'annonce à Copenhague, pas d'avancée sur ce chapitre, ce qui explique le courroux de nombreuses ONG, mais également de délégués qui sont réunis pour décrier l'inertie et l'absence de décision. On a les ONG, on a la société civile qui est rassemblée ici de tous les pays du monde, mais aussi on a des pays qui sont venus parler. On a les Maldives, on a des représentants d'Égypte qui sont venus parler pour dire combien leur pays souffre, combien les gens meurent à cause des changements climatiques. En Afrique, des gens meurent à cause des changements climatiques. Il est inconcevable de sortir d'ici sans un accord ambitieux et contraignant qui permette au monde de sauver le climat. Pour arriver aux maigres solutions obtenues, il a fallu 48 heures non-stop de plus. À force d'efforts, certains délégués sont tombés dans les bras de Morphée. Il fallait quitter Durban avec quelques décisions. Le Sénégal a profité de la dernière plénière à 4 heures du matin pour remercier l'Union européenne. C'est le groupe qui a fait une proposition pour qu'on puisse continuer le protocole de Kyoto. Parce que quand tout le monde qui doit prendre des engagements ne les prend pas, l'Union européenne avec des engagements faibles continue quand même le protocole de Kyoto. C'est ça qui nous a permis au moins de continuer la discussion. Maintenant, on ne perd rien, on ne gagne rien, mais donc en 2012 et les années suivantes, on va essayer de travailler sur les procédures et sur les financements. Les pays non partis au protocole de Kyoto et les pays qui sont sortis, tels que le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Canada, n'ont pas pris d'engagement ambitieux de réduction. Ils n'ont pas été clairs également en ce qui concerne le financement à long terme au titre des LCA, les actions de coopération à long terme destinées à renforcer la coopération bilatérale et multilatérale au niveau de la Convention climat. Soulignons par ailleurs que les États-Unis restent le plus grand investisseur pour la protection de l'environnement global. Nous venons de suivre cet élément. Ndiaye Cheikh Sylla, vous dites dans cet élément, nous n'avons rien gagné, nous n'avons également rien perdu. Qu'est-ce à dire? Merci beaucoup. Et je disais aussi avant de partir à Durban que c'était le sommet de tous les enjeux et de tous les dangers. Les enjeux, c'était qu'il fallait une deuxième période d'engagement pour permettre que le protocole de Kyoto puisse prolonger et que les pays développés prennent des engagements chiffrés. Et sur d'autres points, c'était aussi avoir un fonds, le fonds vert. Et après tout cela, aller constituer les éléments pour permettre les autres activités de se maintenir, surtout le fonds d'adaptation, etc. Maintenant, on n'a rien gagné, c'est parce que les pays développés n'ont pas pris d'engagement et on a seulement prolongé pour une négociation. D'ici 2012, on va commencer à négocier quand est-ce le protocole de Kyoto va s'étendre, donc jusqu'en 2017 ou 2020. Et ensuite, quels sont les niveaux d'engagement des pays développés qu'on n'a toujours pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vraiment, on est sur du volontariat. On n'a rien perdu aussi parce qu'au moins avec l'Union européenne, qui s'est engagée à mettre en place quelques points pour dire qu'ils participent jusqu'à 25-30% de la réduction des gaz à effet de serre, l'Union européenne a permis au moins que ce protocole-là puisse avoir une seconde période d'engagement. Il faut mentionner à ce niveau-là que souvent dans les négociations, on critique ceux qui ne sont pas engagés. Mais ceux qui sont peu engagés, moi c'est moins critiquable que ceux qui sont sortis complètement du protocole.
Il y a les États-Unis qui ne sont jamais venus au protocole. Il y a le Canada, l'Australie, le Japon, et qui constituent un gros lot. Bon, maintenant, l'autre point de négociation aussi, c'est que nos partenaires du groupe des 77, que les autres pays développés veulent qu'ils prennent des engagements, ne les ont pas pris. Maintenant, Quels sont ces partenaires du groupe 77? Les partenaires, c'est la Chine, l'Inde et le Brésil notamment. Et plus tard dans la discussion, je vais donner des points économiques de pourquoi c'est très sérieux les négociations sur le climat. Mais toujours est-il que le protocole continue et ça nous permettra donc de maintenir d'ici, on recommence les négociations en 2012 et jusqu'en 2015, on aura en tout cas une vue très claire des engagements et du devenir du protocole de Kyoto. Et une autre précision pour les téléspectateurs, c'est qu'en général, quand on dit que le protocole est mort, on se retire du protocole. En fait, c'est l'annexe B du protocole qui a les engagements chiffrés des pays développés. Il y a 37 pays développés et l'Union européenne qui avaient pris des engagements en 1997 et ce sont ces engagements-là, de 2008 à 2012, qui devaient réduire leurs émissions de 5 et quelques pourcents par rapport à leurs émissions de 1990. Et d'une manière générale, tous les pays n'ont pas aussi respecté leur engagement. Donc aujourd'hui, si le Canada se retire de l'annexe B et peut-être du protocole plus tard, le Canada, je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça retranche, mais ce n'est pas trop grave. Votre avis sur la question, Emmanuel Seck, vous qui êtes de la société civile? Oui, je pense que tout dépend de l'angle de regard sur lequel on analyse la question de la conférence de Durban. Nous, pour ce qui nous concerne, il y a l'angle de regard politique et diplomatique qui a été maintenu, c'est-à-dire le cadre de négociation est là. Avec un accord, une prolongation de discussion sur l'accord de le protocole de Kyoto. Est-ce qu'on peut l'appeler cadre de négociation toujours? Oui, je pense qu'on peut toujours... À côté de quelque chose que vous appelez les LCA, est-ce que ça ne ressemble pas aujourd'hui à ces LCA-là? Oui, donc à mon avis, on peut le considérer comme un cadre, un cadre de négociation, parce que tous les éléments qui peuvent nous mener à un accord sont là. Le problème, les gens ils sont conscients du fait. Ils sont conscients de problèmes de changement climatique et les responsabilités sont connues. Donc nous rappelons souvent les principes, la responsabilité historique que les pays développés ont, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pour nous, c'est notre cheval de bataille. Il y a aussi les principes d'équité. Donc nous, ce que nous avons demandé durant cette conférence de Durban, c'est que les pays développés prennent leurs engagements. Et en prenant leurs engagements, le seul cadre contraignant que nous trouvons qui puisse nous permettre au moins de limiter la hausse de la température à au moins 2 degrés, c'est le protocole de Kyoto. Parce que ce qui est acquis à Durban en tant que décision, c'est qu'on pourra avoir un cadre légal. Mais le cadre légal, personne ne pourra dire quel sera le contenu en 2015 et qui devra entrer en vigueur en 2020. Donc je reste sur ce plan diplomatique et politique. On peut considérer que c'est un acquis, mais compte tenu des mesures urgentes qu'il faut prendre par rapport au changement climatique, je pense qu'on n'a même pas bougé. C'est-à-dire les gens ne sont pas conséquents à ce niveau-là. Je pense que si les scientifiques donnent des informations ou bien donnent des données disant que d'ici quelques années, on pourra avoir une hausse de la température à plus de 2 degrés et qu'il y aura des incidences sur nos populations, je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter. Donc il ne faut pas qu'on reste sur cette attitude, disons, économiquement égoïste, que j'appelle cela économiquement égoïste, qui sont adoptés, disons, par les pays développés, mais il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on soit plus conséquent par rapport à ces questions de changement climatique. Pas qu'un seul que pas conséquent, il a dit. Vous êtes d'avis avec Emmanuel Seck? Disons, on est un peu d'accord avec la société civile. Mais ce que je voudrais rappeler ici, c'est qu'après l'échec de Copenhague et la restauration de la confiance sur le multilatéralisme au niveau de Cancun, il faut quand même se féliciter des quelques résultats obtenus au niveau de Durban, même si ces résultats ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Parce qu'au niveau de Durban, quand même, il faut retenir que parmi la quinzaine de décisions, une vingtaine de décisions qui ont été prises, 4 décisions majeures qui ont été en partie citées par M. Sylla.
Nous avons donc la deuxième période d'engagement, même si à ce niveau, les niveaux d'engagement des pays développés ne sont pas suffisants, parce que la science demandait des niveaux de réduction de 25 à 40% des émissions globales, alors que les seuls engagements que nous avons pu obtenir se situent au niveau de l'Union européenne, au niveau de 20% pour le moment, et au niveau de la Norvège, qui est aussi de l'ordre de 30%. Et donc c'est très insuffisant par rapport à ce que la science demande. Mais il faut retenir aussi qu'en dehors de cette deuxième période d'engagement, nous avons pu trouver un accord sur la mise en place d'un groupe de travail qui va donner ses conclusions en 2015. Et ce groupe de travail doit étudier comment nous pouvons mettre en place un cadre global qui inclura tous ceux qui ne sont pas dans le cadre du protocole de Kyoto, ainsi que les pays certains pays en développement qui ont été cités en partie par M. Sylla, qui seront dans le cadre de ce groupe de travail pour définir un cadre juridiquement contraignant pour les amener à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le deuxième accord. Le troisième, M. Sylla l'a cité aussi, c'est le fonds vert. Donc, on a lancé le fonds vert. Même si, pour le moment, on ne sait pas donc d'où viendront les fonds pour ce fonds vert-là. Donc, ça reste à être défini. Et enfin, on a pu quand même aussi travailler au niveau du transfert de technologie. Donc, le groupe exécutif a été mis en place. Nous allons revenir sur ces détails, mais il y a certaines ONG qui ont décrit le fait que dans la première période d'engagement du protocole de Kyoto, qui va se terminer en 2012, bien entendu, il n'y a même pas eu d'évaluation. Les pays développés n'ont pas également respecté leur engagement de réduire à niveau de 5%. Alors comment vous pouvez espérer aujourd'hui, dans cette deuxième période que vous dites une période acquise, où il n'y a pas de contrainte, qu'il y ait des efforts soutenus dans ces pays-là? Oui, actuellement au niveau du protocole de Kyoto, ça n'a pas été suffisamment dit. En dehors de cette période d'engagement, nous avons beaucoup d'autres problèmes techniques qui sont discutés. Et certaines décisions ont été prises et d'autres le seront donc durant 2012, qui permettront d'améliorer les modes de fonctionnement du protocole de Kyoto et les règles, les vérifications, les transferts, les mécanismes de marché. Donc tous ces paramètres-là qui ont été décriés par certains pour ne pas être membres, partie du protocole de Kyoto, sont en train d'être réglés au niveau de commissions techniques pour voir comment nous pouvons rendre encore beaucoup plus contraignant ce protocole-là. Et il faut se féliciter, comme je l'ai dit tout à l'heure, que quand on travaille au niveau du long terme, donc le LCA, dans la recherche d'un autre cadre, on va s'inspirer des règles qui sont au niveau du protocole de Kyoto, qui, si elles sont renforcées, pourront demain servir dans un cadre beaucoup plus global et contraindre donc toutes les parties de la Convention à respecter les engagements qu'elles auront à prendre au niveau de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Tout cela n'est pas conséquent, monsieur le directeur de l'environnement, comme le dit notre ami de Enda Tchermon. Je rappelle également que d'autres ont souligné le fait que Durban ne soit une reproduction plus ou moins sombre de ce qui s'est passé à Bali. En fait, Bali, c'est loin. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de négocier à Durban, on devait l'avoir acquis à Copenhague en 2009. Et Mbaye a rappelé qu'à Cancun, à Copenhague, c'était un échec. À Cancun, la confiance est revenue. Aujourd'hui, on est retourné 3 ans après, donc 2009, 2010, 2011, pour repartir et sauver ce qui peut l'être. Donc, si aujourd'hui, le dimanche matin, à 5 h du matin, on a négocié jusqu'à 5 h du matin, on allait tout simplement rejeter le protocole de Kyoto, mais le lendemain, qu'est-ce qui reviendrait? On n'aurait plus un engagement contraignant, donc le seul accord contraignant, et on allait de toute façon tout renégocier parce que nous sommes sur une planète, sur un village planétaire. La concentration de la Terre, si tout le monde continue à polluer ou bien à rejeter comme les pays émergents, mais personne ne va s'en sortir après. Maintenant, il y a eu un sursaut et heureusement qu'aujourd'hui on peut repartir sur quelque chose. C'est très faible, et là tout le monde est d'accord. C'est très faible, il n'y a rien. Mais il y a au moins le lien qui puisse permettre donc des échéances qui vont venir en 2012. 2012, je rappelle qu'on aura au mois d'avril des inventaires de tous les pays pour montrer à quel niveau ils sont engagés dans la première période d'engagement, comme vous avez posé la question.
Mais après 2012, donc, on va négocier jusqu'en 2015 pour avoir les niveaux de ces engagements-là. Et surtout, le plus important aussi, c'est que les pays émergents puissent rejoindre les pays de l'OCDE. En fait, les pays de l'Union européenne et surtout les pays qui sont engagés, plus Norvège. Tous les pays aujourd'hui qui sont engagés ne représentent qu'un tiers des émissions. Donc si on les réduit, ça n'a pas un grand impact si les États-Unis, la Chine, l'Inde et le Brésil, l'Australie et le Japon ne s'engagent pas. L'on sait déjà que ces pays-là ne sont pas engagés. Ils ne vont pas s'engager. Les États-Unis ne sont pas dans le protocole de Kyoto. On vient de voir le Japon qui est sorti du protocole. Le Canada, 48 heures après ces négociations de Durban. Quels seront les impacts par rapport à notre continent? Je ne pense pas qu'il y ait d'autres pays qui les rejoignent parce que les autres pays sont les pays de l'Union européenne et surtout les autres pays européens qui ne sont pas de l'Union européenne. Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est aussi qu'il y ait d'autres mécanismes parallèles. Et c'est ce que le Japon propose. Le Japon propose un mécanisme bilatéral où il faut choisir un pays, un groupe de pays et faire des transactions d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, tout cela, c'est parce que les changements climatiques, c'est une convention par excellence économique aussi. Parce qu'il y va de la compétition et de la productivité. Aujourd'hui, dans le monde, quand la Chine va jusqu'à prêter de l'argent à l'Union européenne, et puis il y a toute une crise mondiale aujourd'hui déclarée, il faut s'interroger sur comment la Chine, on va la laisser continuer à se développer, à se mal développer, et après à retourner des ressources vers l'Europe et vers les autres pays. Ce qu'on demande, c'est aussi, de manière générale, que tout le monde aussi prenne des responsabilités et s'engage, parce que les responsabilités historiques, on en parlait, c'est dans la Convention, mais vraiment aujourd'hui, on n'est plus dans les responsabilités historiques, on est dans les responsabilités ultérieures qui vont venir futures. Aujourd'hui, j'ai un graphique que peut-être on va montrer. Sur ce graphique-là, tous les pays sont en train de baisser. L'Union européenne, les États-Unis, à partir de leurs émissions de 2010, sont en train de baisser sur leurs émissions. Mais si on fait les projections jusqu'en 2020, il y a des baisses un peu partout au Canada, au Japon, Australie, Union européenne, États-Unis. Mais la Chine fait une augmentation de 40 à 45% de ses émissions aux horizons de 2020. Donc c'est une explosion, c'est une courbe qui monte. Et aujourd'hui, et qui fait peur, parce qu'ils vont continuer le développement, et ne serait-ce qu'en considérant qu'un seul gaz, c'est le gaz de la Commission énergétique. Sur les 6 gaz du protocole de Kyoto, la Chine dépasse tous les autres pays en considérant tous les autres gaz, les 6 gaz. Ce qui fait que vraiment, aujourd'hui, c'est économique, c'est de la compétition, c'est de la productivité. Le bloc groupe des 77 aujourd'hui doit être revu. Ça aussi, il y a vraiment un travail aussi au sein des pays du groupe des 77 pour pousser les autres vers un engagement. C'est politique et des fois, quand on négocie au niveau technique, les techniciens ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. C'est pour cela que vous avez remarqué à Durban et depuis avant Copenhague, l'Union africaine s'est saisie de la question et le Premier ministre de l'Éthiopie, Meles, porte-parole de l'Afrique, aujourd'hui en train de monter au créneau et sur les autres aspects, les autres réunions passées, ça posait des problèmes, il fallait acquérir de l'expérience, tout cela. Mais à Durban, l'Afrique a parlé d'une seule voix et on est resté ferme jusqu'au bout. Je vais revenir sur cette participation et cette volonté d'agir en commun au niveau du groupe africain. Mais Emmanuel, aujourd'hui, Sylla a essayé de détailler un peu sur cette responsabilité. Est-ce que vous pensez, vous en tant que société civile, que les pays en développement, nos pays un jour pourront dire oui, nous sommes responsables au même titre que les pays développés, et reconnaître leurs responsabilités et s'engager dans une solidarité, comme le rappelait le Premier ministre du Sénégal, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre? Oui, mais je pense que par rapport à cette question, nous sommes en train de faire des efforts. Il y a des politiques qui sont déjà mises en place au niveau de nos pays. Donc on a le programme d'action national d'adaptation au changement climatique. Il y a des mesures, par exemple, et des grands projets qui existent. La Grande Muraille Verte devrait contribuer normalement à ce processus-là de développement durable. Parce que l'objectif fondamental, c'est le développement durable. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nous aussi, nous avons besoin d'une certaine technologie. Mais nous n'avons pas à notre possession cette technologie-là.
Donc quand on parle de transfert de technologie, il faut que aussi on renforce la solidarité internationale. Donc parce qu'on ne peut pas faire des déclarations de bonnes intentions alors que dans la mise en pratique, dans l'opérationnalisation des faits, on se rend compte que il y a des intérêts divergents qui sont en jeu. Par exemple, on a parlé de la propriété intellectuelle, mais les pays développés, on dit non par rapport à ce processus-là. Alors que l'accès à des technologies propres devrait aider les pays en développement de contribuer davantage à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des principes qui sont là et sur lesquels les gens négocient depuis. On a parlé de la responsabilité historique, on a parlé de l'équité. La Chine, on parle souvent de la Chine, mais en matière de responsabilité historique, la Chine n'a pas la même contribution d'émissions que les pays développés. Maintenant, aujourd'hui, je pense que vous en êtes à cette responsabilité commune, non différenciée. C'est ce que peut-être disent les Européens et peut-être c'est le point d'achoppement de ces négociations. Je pense parce que les bases sur lesquelles on était parti dans le cadre du protocole de Kyoto, c'était sur ces principes-là. Donc on a dit qu'il y a des pays durant des siècles ont eu une industrialisation à outrance. Maintenant qu'on en est arrivé, donc on en est arrivé à cette dimension, disons, des émissions qui ont contribué d'une manière effective au changement climatique, il est normal que ces pays qui nous ont amenés à ce processus-là donc, puissent faire davantage d'efforts. Mais dans le processus, par exemple, de l'action concertée à long terme, les pays en développement sont d'accord pour se mettre ensemble avec les pays développés à réduire donc, les émissions de gaz à effet de serre. On parle, disons, des mesures nationales appropriées, donc d'atténuation appropriée, donc que certains pays ont commencé d'ailleurs à mettre en place, donc ce qu'on appelle les NAMA. Il y a le low carbone, c'est-à-dire la sobriété carbone, que les pays ont aussi certains pays ont aussi commencé à développer. Je pense que nous tous, nous avons la volonté de nous inscrire dans une dynamique. Mais la question fondamentale qu'il faut retenir, c'est qu'il y a, comme je l'ai dit, des pays développés donc, qui ont contribué à ce processus. Les États-Unis sont actuellement, donc, avec des données de 2008, le second pays émetteur, donc avec 19%. Pourquoi les États-Unis ne se mettraient pas au même rang que les autres? On a dit à Durban qu'il faudrait qu'on les éloigne du processus. On peut le faire. Mais je pense que, comme Sila l'a dit, on est en compétition. C'est-à-dire prendre des mesures en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre a des incidences au niveau des pays. C'est-à-dire il faudra changer le mode de production. Et en changeant le mode de production, c'est-à-dire l'accès au marché, par exemple, d'un produit donc, qui est soumis à ces réductions de gaz à effet de serre, peut ne pas être compétitif par rapport à la personne ou bien au pays qui n'est pas soumis au même dictat. Le problème fondamentalement, est-ce que les pays en développement qui aujourd'hui reconnaissent leurs responsabilités et font des efforts d'adaptation et d'atténuation comme le Sénégal, vous l'avez cité, leur contribution, en fait, leurs émissions, si on totalise leurs émissions, c'est assez faible par rapport aux grands pays du Sud tels que l'Inde, la Chine et le Brésil qui posent problème aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet obstacle-là dans ces négociations? Oui, disons qu'au niveau des pays africains, donc, ou des petits pays en développement, les émissions sont relativement faibles. Mais ce dont il faut se féliciter à l'heure actuelle, c'est qu'on ait pu avoir cette deuxième période d'engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays développés qui ont admis, dans le cadre du protocole, dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qu'ils ont une responsabilité historique, ont accepté d'assumer cette responsabilité historique. C'est ce qu'a fait l'Union européenne en reconduisant la deuxième période d'engagement. Et ceci a permis de débloquer les négociations et d'envisager un cadre beaucoup plus global. C'est le groupe de travail dont je vous ai parlé et qui doit, d'ici 2015, produire ses conclusions qui devront découler en la mise en place d'un autre cadre qu'on appelle protocole ou cadre contraignant, etc., qui englobera l'ensemble des pays, tous ceux qui ne sont pas partis au protocole de Kyoto et les pays en développement.
Ce qui veut dire que toute la communauté internationale reconnaît aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas tout simplement une prolongation de ces négociations annuelles sur le climat, ces va-et-vient incessants, on dépense beaucoup d'argent, puisque vous le dites, là, le directeur de l'environnement l'a rappelé tout à l'heure, c'est une question fondamentalement économique. Aujourd'hui, ces grands pays du Sud refusent de collaborer. Oui. C'est économique et tout le monde le reconnaît maintenant. Parce que et vous acceptez, je n'ai pas terminé, vous acceptez malgré tout cela d'être dans un même groupe de négociation. Oui, donc parce que c'est le G70, le groupe des 77 et la Chine qui était un groupe déjà constitué. Parce qu'il faut reconnaître quand même qu'un pays comme le Sénégal, un petit pays comme le Sénégal, ne peut pas faire entendre sa voix de façon isolée. Donc le Sénégal est obligé de travailler dans un cadre beaucoup plus global, d'abord donc au niveau des PMA, au niveau du groupe africain et enfin de faire passer ses positions au niveau du groupe des 77 pour au moins mais vous que sa voix soit prise en compte. Monsieur Diagne. Oui, mais certaines de nos préoccupations sont aussi prises en compte au niveau du groupe des 77. Mais il faudrait, comme l'a dit M. Sylla tout à l'heure, qu'à un moment donné, que nous-mêmes, dans le cadre de notre groupe de travail, qu'on puisse dire la vérité à nos partenaires, qu'on puisse leur dire que les émissions, bien que vous n'ayez pas de responsabilité historique dans la situation que nous vivons présentement, la croissance des émissions, la tendance n'est pas ce qu'elle était il y a 200 ans. Donc les pays du Nord ont mis 2 siècles à arriver à des niveaux d'émissions donnés. Alors qu'à l'heure actuelle, ça se dessine en termes de décennies. Donc il faut qu'on freine cette tendance. Et je pense que maintenant tout le monde en est conscient. Et que même des gros pays comme la Chine, comme l'Inde, reconnaissent qu'ils ne peuvent pas continuer à émettre tel qu'ils le font. Maintenant, c'est quelles vont être les contraintes qui vont être posées, parce qu'ils disent donc qu'il ne faudrait pas qu'ils aient les mêmes contraintes que ceux qui sont historiquement responsables. Il faudrait que ce soit plus ou moins volontaire. Il faudrait aussi que ce soit soutenu dans certains cas. Donc c'est tous ces paramètres qu'on devra voir d'ici 2015 pour voir quelles seront les règles qu'il faudra mettre en place en fonction des capacités respectives et des niveaux d'émission des pays concernés. Sylla, est-ce que vous ne pensez pas que là, vous aviez quelque chose à rajouter par rapport à Mbaye Diagne? Est-ce que vous ne pensez pas que cette coopération bilatérale pose quelquefois des problèmes au sein de vos négociations? Oui, ça pose des problèmes. Bon, c'est que le problème, je l'ai dit, c'est qu'il y a une dichotomie entre la technique et la politique. C'est qu'il n'appartient pas à des négociateurs experts, techniciens, d'aller casser le groupe des 77. Aujourd'hui, tous les résultats et les points sont faits pour montrer qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Je donne quelques chiffres. En 1990, les émissions de gaz à effet de serre du monde, c'était près de 21 milliards de tonnes de CO2. La Chine était à peu près à 11% et les États-Unis 24%. L'Union européenne 20%. L'Union européenne des 27 en 1990. En 2009, on est à 30 milliards de tonnes de CO2 et la Chine a remplacé les États-Unis. La Chine est devenue à 24% et les États-Unis 19%, l'Union européenne 13%. Tous les autres pays en développement, c'est 21%. Le Mexique 1%, Brésil 1%, Inde 6%. Donc, il y a des aspects de négociation. Par exemple, moi, quand on négocie les aspects de propriété intellectuelle, mais je dis que ce n'est pas un point de négociation pour le Sénégal. Le Sénégal n'a pas si on a besoin de licence. Est-ce que vous pouvez détailler sur ce point précisément? Propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, on a fait un point de négociation avec le groupe de santé dit qu'il faut ouvrir les licences pour l'accès à la technologie. Mais l'accès à la technologie aujourd'hui, c'est de la compétition, c'est la compétitivité. On ne va pas donner à la Chine les moyens extraordinaires de se développer plus qu'elle se développe aujourd'hui, parce que les autres font la recherche et la Chine applique. Déjà, la Chine applique tout ce que les autres font. Maintenant, quand il faut leur ajouter toute leur recherche, mais vraiment, ça n'a pas de sens. On est dans un monde aussi, les gens sont réalistes, c'est des sous-bassements économiques, de la compétitivité, de la productivité. Donc, ce point de négociation sur la propriété intellectuelle, ça c'est un faux point pour les autres pays comme le Sénégal. La Chine se cache derrière donc, les pays du groupe de 77 pour en faire un point de négociation. Et ensuite, il y a les pays pétroliers qui, dans le groupe de 77, il y en a beaucoup, et qui, en ramenant donc, les émissions très basses, ça veut dire qu'on va
utiliser moins d'hydrocarbures, moins de pétrole. Ils vont vendre moins de pétrole. Et ces pays-là sont aussi dans le groupe de 77 et n'ont pas intérêt à ce que ça avance. Maintenant, il y a donc les grands pays qui ont vu donc, tout cela parce qu'on fait des projections. Est-ce que vous pouvez revenir de façon didactique sur cette histoire de propriété intellectuelle par rapport au transfert de technologie? De quoi il s'agit véritablement? Comment l'expliquer? Mais aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Aujourd'hui, une centrale nucléaire civile, on dit, par exemple, si on ouvrait la possibilité de centrale nucléaire civile à l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, on ne produirait plus d'électricité qu'à partir d'une seule centrale pour toute l'Afrique de l'Ouest ou bien pour, en tout cas, une grande partie de l'Afrique. Bon, cette technologie-là, si on ouvre la licence, on ne l'achète pas, bon, c'est un point de négociation, c'est gratuit. Et puis d'autres technologies dans ce sens-là sur la production énergétique. Mais ça, vraiment, moi, il n'y a pas de sens que les pays développés l'acceptent. Parce que aujourd'hui, la Chine, ils prennent un avion ou bien n'importe quel bus, ils l'ouvrent et ils en produisent des milliers. Bon, je ne vais pas me focaliser sur un pays, mais c'est beaucoup plus pour montrer l'enjeu économique des négociations qui font qu'aujourd'hui, un technicien ne peut pas aller au-delà de ce que les politiques doivent faire. Le Sénégal, par une voie de technicien, ne peut pas aller. Même le commissaire à l'Union africaine doit avoir un mandat de tous les pays pour dire, bon, faisons attention, il faudrait qu'on sache quoi négocier. Aujourd'hui, on est en train de sauver le meuble parce qu'il ne faut pas oublier que la conférence s'est passée chez nous, à Durban. C'était un point où on disait qu'il ne faut pas échouer. Tout le monde n'était pas content à ce niveau d'HSC. Vous parlez toujours de cette diplomatie qui pèse un peu sur ces négociations. Nous, techniciens, on n'est pas contents de cela. Et je disais toujours aux responsables sud-africains qu'un échec à Durban, ça ne veut pas dire que la conférence a échoué. Les moyens logistiques, les facilités, les salles de conférence, tout cela, le transport, les hôtels, ça existe. Si ça échoue, ça veut dire qu'au niveau des points de négociation, le contenu, on n'est pas arrivé à un niveau satisfaisant. Et il ne faut pas avoir peur de rejeter tout et de montrer aux yeux du monde que nous avons fait ce que nous avons pu faire. On a accueilli la conférence chez nous, on a mis tout le monde devant ses responsabilités. Et si ça échoue, c'est parce que nous, on n'a pas d'engagement. C'est ceux qui ont les engagements là qui ne les ont pas pris. Alors, moi, si je comprends bien, il y a le chef des négociateurs, un certain Tony Tossi. Le chef des négociateurs, vous êtes dans ce groupe-là de négociateurs. Il y a également Meles Zenawi, le Premier ministre, qui est mandaté par nos chefs d'État. Et en dessous de Meles Zenawi, on retrouve également le président de la conférence des ministres de l'environnement africain. Mais on a observé durant ces 12 jours de négociations que vraiment ça n'allait pas comme on le souhaitait, il y avait des obstacles quelque part. Comment est-ce qu'on peut arriver à changer cet ordre qui empêche l'Afrique de négocier confortablement? Non, dans cette négociation d'Urban, on n'a pas senti ça. C'est à Copenhague qu'on a eu une difficulté au niveau technique, au niveau politique. Et c'est ce qui a fait que le Copenhague... Vous ne l'avez pas senti, vous? On ne l'a pas senti. Parce que nous, on regarde l'aspect technique et l'aspect politique aussi. Mais dans l'aspect politique, l'Afrique a parlé d'une seule voix et a lâché de l'Est même. Parce qu'il faut dire que les niveaux d'engagement, le non-engagement des pays développés, ça, c'est vraiment lâcher de l'Est pour dire qu'on puisse continuer une deuxième période d'engagement à négocier. Est-ce que vous aviez le choix à l'Afrique? On avait le choix. On avait le choix pour dire que... Ça, c'est le choix de l'expert. Oui, mais on avait... Parce que ça, c'est pourquoi cette réunion-là est partie jusqu'au dimanche matin. Les réunions finissent le vendredi à 18 h. Les conférences les plus longues, c'est le samedi matin à midi. Mais aujourd'hui, on a négocié jusqu'au lendemain, jusqu'à tout le dimanche, toute la nuit, jusqu'au 11. Donc une conférence qui doit finir le 9, on finit le 11. 36 heures de plus. 36 heures de plus. Ça veut dire qu'il fallait avoir quelque chose, un compromis pour rester. Et il y a aujourd'hui la plateforme de Durban. Mais on verra qu'est-ce qu'on va en faire dans les années à venir. Mais au moins, il ne faut pas tout jeter, quoi. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui désigner certains pays africains comme l'Afrique du Sud qui produit du charbon, ou l'Égypte ou le Nigeria qui sont de grands producteurs de pétrole, on peut les placer au même titre que nos pays, le Sénégal ou la Gambie? Oui, disons que les responsabilités... Au même titre de responsabilité. Les responsabilités, on l'a dit, elles sont différenciées et suivant aussi les capacités des uns et des autres.
Le Sénégal n'est pas au même niveau que l'Afrique du Sud, que l'Égypte, que le Mali. Donc chaque pays a ses capacités, a ses niveaux d'émission et donc doit prendre des engagements qui sont en adéquation avec sa situation. Mais en fait, c'est ce concept qui dérange aujourd'hui, différencier. Oui, mais maintenant, de toute façon, à partir du moment où on a accepté au niveau de Durban de reconduire d'une part, donc au niveau des pays développés, la deuxième période d'engagement, et ça, Sylla l'a signalé tout à l'heure, même si nous n'avons pas d'engagement chiffré, donc tel que nous les voulions, mais quand même, on a cette deuxième période d'engagement et on s'est donné 6 mois pour que ces engagements qui ont été définis soient convertis en chiffres de façon très précise. Donc d'ici le mois de mai, tous les pays qui étaient partis du protocole de Kyoto et qui veulent avoir une deuxième période d'engagement donneront leurs chiffres et ce sera apprécié et nous nous battrons pour permettre des ambitions beaucoup plus élevées. Donc, mais comme vous le disiez tout à l'heure, au niveau maintenant des pays, ça c'est des pays africains qui ne sont pas contraints à prendre des engagements dans le cadre du protocole de Kyoto. Cela va se passer au niveau du troisième groupe de travail qui a été mis en place. À savoir, c'était donc au niveau du LCA, mais maintenant c'est au niveau du groupe de travail chargé de suivre la plateforme de Durban, qui a jusqu'en 2015 pour maintenant, d'une part, définir les engagements de chacun des pays en fonction de ses responsabilités, de ses capacités respectives, de sa situation objective. Ensuite, de définir les règles suivant lesquelles ces engagements seront pris et les règles suivant lesquelles ces engagements seront comptabilisés, suivis. Et M. Seck en a parlé tout à l'heure. On aura donc au niveau des pays en développement ce qu'on appelle en anglais NAMAS, Nationally Appropriate Mitigation Action, les actions nationalement appropriées de mitigation, donc d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Et chaque pays le prendra de façon volontaire en fonction de sa politique globale de développement. Parce qu'il faut le dire aussi, on ne va pas privilégier donc, le changement climatique au détriment donc, du développement. Donc il faut, ce qu'on demande, c'est assurer le développement de nos pays en adoptant un axe de développement qui soit sobre en carbone. Mais Baïdiagne, la responsabilité commune mais différenciée n'a pas fonctionné, n'a pas trop bien fonctionné jusqu'ici. Comment espérez-vous qu'aujourd'hui qu'on puisse parler de réussite de cette plateforme de Durban? Oui, c'est pourquoi on est en train de définir de nouvelles règles. Comme je l'ai dit, on est en train de revoir un certain nombre de règles qui étaient en place dans le cadre du protocole de Kyoto. Et maintenant, tous les manquements qui ont été constatés, toutes les défaillances qui ont été constatées dans le cadre du protocole de Kyoto, quand on mettra en place un deuxième instrument juridiquement contraignant qui regroupera l'ensemble des pays membres de la Convention, je pense qu'on arrivera. Les discussions seront rudes, seront très difficiles, et comme l'a dit Sylla, parce que des considérations économiques vont peser sur la balance, mais nous avons bon espoir que d'ici 2020, parce qu'on se donne jusqu'en 2020, en 2015, les conclusions devront être données par ce groupe de travail qui a été mis en place et on aura entre 2015 et 2020 des négociations pour la ratification et l'entrée en vigueur de ce deuxième cadre juridiquement contraignant qui regroupera l'ensemble du monde. Et justement, d'ici 2015-2020, la température est aujourd'hui en train de s'élever, qui quitte de 2 degrés Celsius vers 3,5, ce qui est dramatique pour le continent. Oui, mais c'est ce que je disais auparavant, c'est-à-dire sous l'angle de regard, d'analyse des résultats de Durban. Donc, sur le plan politique, diplomatique, j'y reviens. On garde toujours l'espoir, on garde toujours le cadre, mais par rapport à l'urgence, c'est-à-dire les attentes et les espoirs des populations, est-ce qu'on les a satisfaits? Je ne pense pas que cela soit le cas. Permettez-moi tout de même de relever, même c'est un exemple qui a été donné, je le comprends, en matière de technologie, mais nous, en tant que société civile, d'autant plus que le nucléaire, nous ne le situons pas dans le cadre du développement durable, nous ne voudrions pas que cela apparaisse dans les négociations de climat. Mais bon, pour ce qui concerne les populations, on parle de désertification, on parle de sécheresse, on parle d'inondation, on parle d'érosion côtière. Et cela, c'est pratiquement tous les ans que ça se passe dans nos pays. Et ça ne peut pas attendre. C'est-à-dire qu'il y a une urgence de prendre des mesures. Donc nous, en tant que société civile, nous sommes en train de pousser dans ce cadre-là. Pour qu'au moins ces pays... Est-ce que la société civile aujourd'hui, africaine ou mondiale même, a les possibilités de changer les choses? Oui, mais c'est-à-dire,
tout dépend du travail qu'on aura à faire. C'est-à-dire il y a des champs d'action. Il y a le champ d'action au niveau international où on influence les décideurs. Mais le champ d'action, à mon avis, le plus approprié, c'est au niveau régional, c'est au niveau national, c'est au niveau local. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire en sorte que cette question de changement climatique soit portée par le citoyen. Nous allons dans des échéances électorales dans beaucoup de pays. Et il est tout à fait normal, à mon avis, qu'un électeur puisse demander à la personne pour laquelle il va voter ou bien qu'il va élire, de lui dire mais il faudra que vous preniez en compte ces questions qui me concernent au quotidien et qui sont liées au changement climatique. Ce n'est pas de l'utopie? Non, ce n'est pas de l'utopie. La sensibilisation avec les journalistes, il va dans ce sens-là. Le travail avec les communautés en les sensibilisant sur les questions de changement climatique va dans ce sens. C'est-à-dire, ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir une masse critique donc qui nous permette de changer de paradigme. Parce que c'est ce qu'on recherche fondamentalement. Sinon, c'est les décideurs qui vont être là et qui vont prendre la résolution à notre détriment. Donc, il faudrait que nous ayons une masse, c'est-à-dire des personnes suffisamment conscientisées pour dire qu'au niveau local déjà, dans les stratégies locales, il faut qu'on intègre cette question-là parce qu'elle est d'importance. Et on remonte au niveau national en disant qu'en mettant en place ces mécanismes-là, il faut que cela prenne en compte ces éléments. On a remarqué, Emmanuel, aujourd'hui que cette masse critique, vous la cherchez dans les rues le plus souvent. Et aujourd'hui, vous parlez même d'Altercop. Est-ce que ça peut résoudre les problèmes du climat? Oui, je pense. Il faut trouver... D'Altercop, je précisais, une autre conférence des partis, comme chez les altermondialistes. Oui, c'est-à-dire en parlant d'Altercop, c'est de trouver un autre cadre. Puisque à mon avis, question a été agitée à de trouver un autre cadre qui n'est pas le cadre de la Convention des Nations Unies. Et cela peut être. Nous allons vers Rio plus 20. Donc je pense que la question des changements climatiques va au-delà même du cadre actuel, disons, de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. On a parlé du G20. La raison pour laquelle, quelque part, on a reculé Rio plus 20, c'est parce qu'il y a le G20. Et cette question sera portée à ce niveau-là. Donc, il y a plusieurs cadres, à mon avis, qui portent la question des changements climatiques. Mais il faut toujours garder l'espoir. Pourquoi garder l'espoir? Parce que ce qu'on cherche, c'est qu'en matière d'efforts au niveau mondial, qu'on puisse arriver à avoir une agrégation des efforts qui nous permettent de ne pas atteindre, d'être en dessous du seuil de 2 degrés en matière d'augmentation de la température. Nous allons revenir sur vous, Emmanuel, mais je vous propose de suivre un élément sur le fonds d'adaptation, puisqu'on l'a dit, sauver le protocole de Kyoto, c'est sauver également ce fonds d'adaptation pour lequel nous bénéficions aujourd'hui. Le protocole de Kyoto, s'il n'y a pas de deuxième période de compromis, ça veut dire que les certificats de réduction d'émissions ne sont plus nécessaires, les marchés de carbone disparaîtra et avec celui la principale source de financement de notre fonds. Alors, Ndiaye Cheikh Sylla, sauver le protocole, comme je le disais tantôt, c'était sauver également ce fonds d'adaptation. Effectivement, le fonds d'adaptation vient donc des 2% des projets du mécanisme pour le développement durable. Et je rappelle qu'on a beaucoup parlé d'engagement, mais les engagements, en fait, c'est comment les pays vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et c'est cette réduction-là qu'on vend sur le marché carbone pour engager donc des certificats d'émission et de l'argent, et 2% servent au fonds. Chaque pays a 10 millions de dollars dans une première phase, et aujourd'hui on est en train de définir entre les pays des programmes pour les financer. Et dans le fonds vert, il est demandé aussi qu'on ait 50% de ce fonds vert-là pour alimenter le fonds d'adaptation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au moins ça continue à faire adapter les pays donc sur les effets néfastes des changements climatiques. C'est un autre point positif au moins que de la continuation du protocole de Kyoto. Ça nous permet de parler du fonds vert également, mais à ce niveau, j'ai remarqué que les ONG et certains délégués de pays partis ont demandé à ce que ce fonds-là ne soit pas entre les mains de certaines institutions, de certains mécanismes financiers qui existent déjà pour l'environnement.
Oui, c'est qu'on veut de l'accès direct. Et bon, ça c'est aussi méconnaître le fonds d'adaptation, le mécanisme. Moi, je suis membre du conseil d'administration du fonds d'adaptation. Aujourd'hui, le fonds d'adaptation, le secrétariat est assuré par le Fonds mondial pour l'environnement. Et la négociation de Durban a donné au Fonds vert le secrétariat changement climatique plus le Fonds mondial pour l'environnement pour être le secrétariat organiser donc le Fonds vert. Mais ça, c'est seulement organiser et être le secrétariat. Ce sont les pays qui nomment les membres du conseil d'administration et qui décident de qui est financé sur la base de règles transparentes et sûres. Donc ça, c'est un débat qui ne pose pas de problème. Qu'on le donne à n'importe qui, il n'y a pas de problème. Sinon, on va créer une autre institution et ça va encore être lourd. C'est une période transitoire. Dans une période transitoire, il vaut mieux prendre l'existant, travailler avec l'existant sur la base d'un conseil d'administration que nous élisons. Et après, on continue. Dans une deuxième phase où on sera acquis maintenant à savoir qui participe au Fonds vert, les 100 milliards de dollars pendant chaque année à partir d'ici 2020, mais qu'on puisse au moins avoir le temps de le définir et de l'exercer, donc sur un démarrage rapide. Bon, donc vraiment ça, je ne vois pas un point de négociation de dire qu'il ne faut pas donner ça à tel. Il faut donner ça à une banque. Et la seule banque aujourd'hui qui gère tous ces fonds-là, c'est la Banque mondiale. Donc la Banque mondiale est la banque de ces fonds-là et on leur donne l'ordre de décaisser sur la base du conseil d'administration. Ça nous permet de rester sur l'histoire du financement. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ces pays développés vont accepter de donner toute cette manne financière à l'Afrique, aux pays en développement et également aux pays émergents? Oui, il faut retenir que nous avons eu un point culminant à Copenhague. Puisqu'il l'a rappelé, Ndiaye Cheikh Sylla l'a rappelé tantôt, au moment où la Chine, ces pays émergents, prêtent de l'argent aux pays développés, vous pensez réellement que vous allez obtenir ce qui a été promis à Copenhague? Oui, je disais oui, c'est-à-dire on est arrivé à ce point-là, c'est-à-dire un point vraiment culminant à Copenhague, ce qu'on appelle le climax, le pic, où les pays développés ont pris des engagements. Je ne pense pas qu'ils aient été forcés à prendre des engagements. La question que nous posons, c'est d'où est-ce vont venir ces financements-là? Quelles seront les sources fondamentales, disons, de financement? Est-ce qu'il y a des propositions qui sont qui sont développées pour parler de taxation sur la transaction maritime ou bien au niveau de l'aviation? Donc il y a des propositions qui sont données. La question fondamentale, c'est qu'on avait promis 30 milliards entre 2010 et 2012. Je ne pense pas que durant ces 3 années ou bien ces 2 années, on ait pu avoir l'essentiel des fonds qui étaient souhaités. Maintenant, l'avoir en 100 milliards de dollars en une année, moi, c'est une question que je me pose. Mais ce qu'il faut essentiellement, c'est d'où est-ce que vont venir les fonds additionnels et nouvelles. Parce que nous, ce que nous demandons, que ce ne soit pas des fonds recyclés. Le chef de l'État l'a rappelé à Copenhague, on s'en souvient. Tant qu'on ne vous dira pas par quel mécanisme vous allez obtenir cet argent, quelles sont les sources de financement, ne rêvez pas. Et il a même fustigé cette stratégie de la promesse des pays développés. Et pourtant, l'Afrique continue toujours de croire à tout cela. Je pense qu'on va discuter des modalités de comment donc ces fonds vont arriver. Parce que comme on l'a dit, ce sont des fonds qui doivent être prédictibles, ce sont des fonds qui sont additionnels aussi et qui sont accessibles, c'est ce qui a été défini. Et on a dit aussi que ça peut venir aussi bien donc, du financement public que du privé. Et je pense que certains pays du Nord privilégient le secteur privé, donc les mécanismes de marché. Et comme l'a dit Sylla, c'est pourquoi il faut se féliciter qu'il y ait eu cette deuxième période d'engagement qui fait que les mécanismes de marché carbone continuent à fonctionner. La confiance commence à se rétablir au niveau de ces marchés. Le prix du carbone peut remonter et nous pensons que des projets seront développés dans nos pays pour résoudre nos problèmes de développement durable tout en permettant à ces pays-là qui ont pris des engagements de satisfaire donc leurs obligations.
Et c'est ainsi que, même au Sénégal, on peut se féliciter que certains projets aient pu se mettre en place. Nous avons normalement une centrale éolienne de 125 mégas au niveau de Taïba Ndiaye qui ne se mettrait pas en place s'il n'y avait pas de mécanismes de cette nature. Et si, avec la volonté affichée du gouvernement, si certaines dispositions sont prises, beaucoup de projets peuvent se mettre en place au niveau des énergies renouvelables. Alors, nous allons revenir un peu sur le protocole de Kyoto, on en parle, mais quelle a été aujourd'hui la place de l'expertise sénégalaise au niveau de ce protocole de Kyoto? Mais le Sénégal s'est bien comporté de façon tout au long de toutes les années de négociation. Mais ce que je veux, moi, tirer, et c'est ça aussi une délégation, c'est qu'on puisse saisir toutes les opportunités dans les négociations. On négocie, ça va prendre du temps, mais ne ratons rien. Il faut continuer à travailler sur les projets, à les mettre en place, à développer l'expertise, à renforcer les capacités et après à être prêt chaque fois que de besoin de produire ce que le monde veut pour que notre pays en profite et en avance. Et nous sommes toujours au devant de cela. On a toutes les opportunités. Nous sommes le premier pays qui a eu le premier projet de fonds d'adaptation avec le centre de suivi écologique. C'est des choses que tout le monde a saluées et c'est comme ça qu'il faut continuer sans être opportuniste. Les négociations vont se poursuivre, ça va prendre beaucoup d'années. On ira à la retraite, d'autres jeunes vont venir. Donc il faut former une équipe, il faut dynamiser et saisir les opportunités. Autre nouveauté qu'on a constatée en Afrique du Sud, à Durban, c'est le concept Indaba. Qu'est-ce que ça veut dire Indaba? Indaba, c'est un terme africain du Sud qui dit que il faut faire un dialogue entre nous. Tog Wartan. Si on le disait en Wolof, Indaba, c'est Tog Wartan. Donc ils ont amené cela et ce Tog Wartan-là n'a pas donné ses résultats parce qu'on est retourné en plénière. Et c'est en plénière de façon qu'on a pu régler le problème parce qu'Indaba, ça ne marchait pas. Je vous remercie Ndiaye Cheikh Sylla. Je rappelle que vous êtes le chef des négociateurs sénégalais à cette conférence des partis sur les changements climatiques. Vous êtes également le directeur de l'environnement et des établissements classés. Merci beaucoup à El Hadj Mbaye Diagne, qui est le président du Comité national changement climatique. À toi également Emmanuel Seck de Enda Tchermon, qui a représenté ici la société civile. Ça, c'était le premier numéro de Espace Terre, le magazine de l'environnement sur la RTS que vous retrouverez tous les 15 jours au niveau de votre petit écran. Merci à tous. On se donne rendez-vous dans 15 jours.